envisagé dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. En cas de pénurie, pour une angine, un test rapide sera obligatoire avant de délivrer des antibiotiques pour être sûr qu'ils sont bien nécessaires. On vous répond, on continue avec cette autre guerre, celle des médicaments. On vous en rappelle le thème, la pénurie. En êtes-vous victime? Pourquoi? Quelles sont vos questions? Comment nous joindre? Myriam. Comment nous joindre? Vous le savez, vous l'avez compris, ce QR code, il est à vous. Vous présentez votre téléphone portable, vous allez sur l'appareil photo, vous présentez devant ce QR code, un lien apparaît, vous appuyez et là, vous pouvez poser vos questions à nos invités ce soir. Nos invités, Philippe Besset. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et vous êtes vous-même pharmacien à Limoux. Et à vos côtés, Karine Milsan. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue également, économiste de la santé et directrice de recherche au CNRS. Nos téléspectateurs, ont beaucoup de questions à vous poser. On reviendra sur cette vente à l'unité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions. Mais peut-être d'abord, la première question, celle d'Arthur. Pourquoi sommes-nous en manque de médicaments et peut-on stopper tout ça? Je veux bien vous répondre. Il y a deux choses qui se sont passées l'année dernière qui sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'on a arrêté les gestes barrières. Et donc, à la fin du Covid, on a arrêté les gestes barrières. Et il y a eu une épidémie extrêmement forte, triple épidémie, grippe, Covid et bronchiolite en même temps. On n'a jamais délivré autant de médicaments que l'hiver dernier. Jamais, ça s'est jamais vu. Donc, beaucoup trop de médicaments délivrés, en fait, pendant cette période. La deuxième, c'est que pendant le Covid, les usines, notamment en Asie, mais un petit peu partout, ont été mises à l'arrêt. Et on a enlevé le stock tampon et on a complètement épuisé le stock tampon qui est parti dans les pays. Et en fait, ce stock tampon, il est nécessaire pour approvisionner les officines, chacune, dans les différents pays. La troisième, c'est le prix. Comme il y avait un manque, il n'y avait plus de stock. En fait, les pays se sont battus avec le prix qu'ils avaient pour acheter sur les marchés asiatiques. Nous avons le prix le plus bas dans le monde. Et nous n'avons pas pu donc acheter des médicaments qui sont partis en Allemagne, en Australie, en Amérique, etc. Voilà les trois raisons majeures qui ont provoqué la pénurie l'année dernière. On ne met pas assez d'argent sur la table pour acheter du Doliprane, c'est ça que vous nous dites? Voilà, c'est ça. En fait, c'est plutôt une très bonne chose, la plupart du temps. Quand il y a suffisamment de stock, quand il y a du stock pour tout le monde, l'acheter le moins cher du monde, c'est plutôt une performance, c'est plutôt très bien. Voilà. La problématique, c'est que quand il n'y en a plus pour tout le monde, forcément, on est les premiers à en subir les conséquences. Je vais peut-être rajouter un dernier élément. Je suis complètement en phase avec ces trois éléments. Mais il y a aussi une augmentation de la demande mondiale. Oui. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de pays qui, pour leurs propres consommateurs, ont besoin de ces médicaments. Et durant la crise Covid, on le sait tous, la Chine a eu un moment énormément besoin. Donc, elle a servi en premier, elle qui produit les principes actifs de médicaments de base, elle en a eu besoin pour sa propre population, qui n'est pas une petite population. Donc, vous voyez que ça, en fait, ça fait également aspirateur. Yacine qui se pose la question du rôle ou peut-être de l'éthique des industries pharmaceutiques. Pourquoi n'y a-t-il pas une véritable volonté de légiférer contre, dit-il, les industries pharmaceutiques qui organisent la pénurie pour s'enrichir? C'est son point de vue, c'est la question qu'il vous pose. Au lieu de faire encore appel au civisme par la délivrance des médicaments à l'unité, il s'agit quand même de santé publique. Quelle est la part de vrai, peut-être la part d'erreur dans le message de Yacine? En fait, il y a une part de vrai, c'est que la France et les pays européens, pour des raisons qui sont peut-être pas très bonnes, ont décidé de ne plus produire la chimie sur le sol européen et national. Donc, on a exporté cette fabrication à l'étranger, dans les pays asiatiques. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que c'était moins cher. La deuxième, c'est que c'était une industrie polluante. C'est des usines Seveso. Et que personne n'avait envie d'avoir ces usines à côté de chez lui. Donc, on a, pour ces deux mauvaises raisons, exporté les produits. Et puis maintenant, on ne les a plus. Et ce qui fait que quand les pays en ont besoin pour eux-mêmes, ils préfèrent donc servir leur population. Est-ce que c'est un problème spécifique à une industrie pharmaceutique? Probablement un peu, mais les torts sont partagés entre tout le monde, entre le législateur et les industriels là-dessus. Voilà. On parlera de la délivrance à l'unité tout à l'heure, c'est notre sujet.
Karine, peut-être 1100, cette question, cette proposition de chef, c'est un prête-nom. C'est pas la première fois d'ailleurs, donc Non, un on téléspectateur le salue, du assidu. Une réindustrialisation rapide en France pour éviter que nous soyons trop dépendants, c'est envisageable? Alors, C'est la elle solution. est souhaitée, elle a déjà montré les premières pierres. Donc, on va vers une forme de réindustrialisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne peut pas être une réindustrialisation sur le modèle de ce qui se fait ailleurs. Parce que, pour compléter la réponse d'avant qui suit celle-ci, c'est que ce pourquoi on a produit ailleurs, c'est parce qu'on voulait avoir des médicaments de base qui soient vendus peu cher. Donc, des médicaments dont le brevet est tombé dans le pot commun, ce qu'on appelle des génériques. On peut produire des génériques. Et donc, ces médicaments étaient produits à peu de frais. Donc, pour répondre à cette question, ces médicaments sont produits aujourd'hui moins cher que s'ils étaient produits par ces grands groupes, par les grands groupes. La contrepartie, c'est qu'effectivement, ils ne répondent pas aux standards européen de pollution. Donc, vous imaginez que si on doit réindustrialiser, cette question des standards va se poser et donc ça va venir greffer le prix du médicament qui sera proposé aux consommateurs. Donc, quand tout à l'heure, on disait on ne s'est pas aligné sur des prix plus élevés, là, ça signifie que le médicament sera de facto, de par ses modes de production, vendu à un prix plus élevé. Et l'autre question qui sous-entend cette réindustrialisation, c'est pour quel consommateur ? Parce que si vous avez un trop petit nombre de consommateurs, forcément, votre produit va être très cher. L'usine, elle est là. Donc, la question, c'est doit-on penser sur sol français ou doit-on avoir une vision plus large européenne ? La question de Nono qui est logique d'une certaine manière, pourquoi les médecins ne tiennent pas compte des ruptures de stock dans les prescriptions ? Ah, parce qu'ils ne les connaissent pas. En fait, ils les connaissent quand nous leur disons, nous pharmaciens, nous les appelons en disant le médicament que tu as prescrit n'est pas disponible, je te propose de changer. Voilà, donc c'est notre travail du quotidien de faire ça actuellement. Mais c'est assez complexe. Même nous pharmaciens, nous n'avons pas connaissance ni de la durée d'une rupture de stock, ni du motif de la rupture de stock, qui sont soit les manques quotas, comme je vous ai dit, soit il y a eu d'autres cas de rupture de stock liés à quand il y a une seule usine dans le monde ou deux qui produisent le principe actif et qu'il y a un accident industriel, un feu par exemple, dans l'usine, tout le monde entier n'a plus de produit. Voilà. Donc on n'a pas le motif et on n'a pas la durée. Et les médecins encore moins. Mais on n'a pas de tendance non plus. En fait, on a vu les sirops pour la toux pour les petits, le Doliprane, c'est difficile à trouver. On a des tendances et l'Agence nationale de sécurité du médicament met sur son site l'ensemble des informations qu'elle a. Elle les met de façon ouverte et à chaque fois. Donc, vous verrez la liste à l'après-vert de tous les médicaments qui posent problème actuellement. Mais de là à ce que ça intègre les logiciels des médecins, c'est une usine à gaz informatique qui n'est pas prête. Alors, c'est même plus qu'une... Vous avez donné l'exemple d'un médicament qui est produit par une usine, mais il y a aussi la palette de médicaments qui sont produits par une multitude d'endroits et qui forment la chaîne de production. Et en fait, quand il y a des ruptures à différents endroits de la chaîne de production, c'est pas seulement le mécanisme d'information, c'est excessivement complexe de savoir comment, à quel endroit il y aura rupture et d'avoir l'information sur ces différents pays pour savoir comment résoudre. Et puis, là, n'a été évoqué que des médicaments pour lesquels il y a substituabilité. Pardon, je vais vous interrompre, mais comment on faisait avant ? Parce que ça, ce que vous décrivez, ça devait arriver avant. Il peut y avoir un incendie dans une usine avant. Il peut y avoir un problème dans la chaîne avant. Pourquoi ? Et c'est le Covid qui a tout déréglé ? Non, c'était avant. Pourquoi là, aujourd'hui, alors que ça, on ne l'a pas connu il y a 10 ans, il y a 15 ans ? Alors, 10 ans, il pouvait y encore... Mais ce n'était pas aussi tendu qu'aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez un choix de production. Plus vous avez un médicament qui est en concurrence, plus, en fait, le profit que vous allez avoir sur ce médicament est relativement faible. Et donc, les grands groupes pharmaceutiques se dirigent davantage vers des médicaments qui sont fortement innovants. Donc, on fabrique plus que les gens, ce dont les gens ont majoritairement besoin. Ils en ont quand même besoin. C'est des médicaments qui vont servir des populations qui, jusque-là, ne pouvaient pas être servies. Donc, mais ce sont des médicaments, et là, ça répond aussi à cette rupture, qui ne sont pas substituables. Donc, des médicaments, et donc, comme il n'y a pas d'autres usines, si vous voulez, pour pallier, eh bien, on est face à une pénurie. Autrefois, en fait, les médicaments étaient produits par des grands groupes.
l'ensemble des médicaments. Il y a, si vous voulez, parce qu'il y a une innovation qui va très très vite, un choix, et tant mieux pour nous, plus grand de médicaments, avec certains qui sont davantage en thérapie ciblée et d'autres qui sont plus pour tout le monde. Et vous avez également des entreprises qui se spécialisent dans les médicaments qui sont pour tous et d'autres davantage vers l'innovation. Vous voyez bien que l'innovation nécessite des fonds importants. Donc, les grosses entreprises vont vers l'innovation. Alors, je ne sais pas vous, Patricia, mais je pense, moi c'est le cas, je pense beaucoup de téléspectateurs, régulièrement, 1 fois par an, 2 fois par an, vont recycler ce qu'il leur reste de médicaments. Ce débat sur les médicaments à l'unité, il en est beaucoup question. Maxime, par exemple, à quand la vente des médicaments à l'unité pour éviter un gaspillage énorme? Ou encore Philippe, pourquoi ne pas vendre les médicaments à l'unité comme cela se fait dans plusieurs pays, dont les États-Unis? Comme on l'a vu dans le reportage. Exactement. Alors, c'est un mythe qu'on va essayer de casser. C'est pas un mythe. Aux États-Unis, en Angleterre, on vous donne 3 pilules pour 3 jours de rhume. Je sais. Alors, et au Japon aussi, par exemple. Alors, sachez qu'on ne vous les donne pas de suite. On vous fait revenir. C'est-à-dire qu'en fait, on vous prend la commande, on va la préparer et vous allez revenir pour venir la chercher. Donc, c'est pas exactement comme en France, ou en Allemagne, ou en Italie, ou dans la majorité des pays du monde. De façon simple, on délivre en France des médicaments industrialisés qui correspondent aux posologies que donnent les médecins et qui sont écrites par la Haute Autorité de Santé. En fait, les boîtages sont, par exemple, pour l'amoxicilline, qui est le médicament dont on parle sur la rupture, sont des boîtes de 6 comprimés. Et donc, la posologie est de 2 comprimés par jour pendant 6 jours, 2 boîtes de 6. Et quand le médecin prescrit conformément aux indications, l'industriel fait les boîtages conformément aux indications. C'est la faute des médecins, vous nous dites? Non. Les industriels... Non. Les industriels font... Non, mais on a tous été confrontés à ce problème-là, tous ceux qui nous regardent. On a un traitement pour 1 semaine, il nous reste 2 boîtes et on a des surplus, etc. Alors, c'est une généralité franchement, non, partagée par beaucoup. Franchement, non. L'année dernière, nous avons eu des ruptures d'antibiotiques énormes et de Doliprane, vous en avez parlé, pour les enfants. Ces médicaments sont en forme sirop. C'est un seul flacon de sirop, duquel on donne 12 cuillerées pour les enfants, qui correspond au traitement. C'est une seule unité. Comment voulez-vous déconditionner ça? Les ruptures de l'année dernière, c'était ça. Le Doliprane en sirop, le Clamoxyl, l'amoxicilline en sirop. Donc, ce n'est pas une réponse à la question de la rupture d'antibiotiques que cette idée de dispensation de l'unité. Ce n'est pas pour ça que dans certains cas, ce n'est pas pertinent. Nous le faisons tous les jours, les pharmaciens, parce que nous avons un certain nombre de médicaments qui, parce qu'ils sont dangereux, comme par exemple les morphiniques, nous les délivrons à l'unité, c'est-à-dire qu'on découpe le médicament. Et parfois, pour certains antibiotiques, quand le médicament, quand la personne est en surpoids, par exemple, et que le médecin donne une posologie supérieure à la posologie standard, là, il y a plusieurs médicaments dans la boîte. La principale raison pour laquelle il reste les médicaments, en fait, et malheureusement, c'est parce que les gens ne vont pas au bout de leur traitement. En fait, le traitement, ce que je vous dis, j'accuse pas les médecins, j'accuse les patients. Médecins, là, les patients. Les patients, de ne pas aller jusqu'au bout de leur traitement. Et pas les pharmaciens du tout. Ni les labos, qui vendent. Les labos, qui préfèrent vendre des boîtes aussi plus pleines, plus chères, plutôt qu'en vendre 3 au lieu d'en vendre 6. Les labos aussi. Les labos, moi, je pense qu'il faudrait leur imposer, absolument, d'avoir des boîtages qui correspondent à l'autorisation de mise sur le marché. Alors, il y a Christophe qui vous demande, les médicaments sont-ils une forme de business caché? Je vous la donne, telle qu'elle est posée. Du fait de la réticence des pharmaciens à vendre à l'unité. Karine 1100, peut-être. Vous ne pouvez pas nier que c'est coûteux en temps. Que devoir lire l'ordonnance et devoir donner le nombre de médicaments en fonction de ce qui est écrit est un temps qui, jusqu'alors, n'était pas un temps auquel se consacraient les pharmaciens. Donc, il y a... Pourquoi d'autres le font? C'est un temps rémunéré. Pourquoi du Japon aux États-Unis? C'est un temps rémunéré. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes modes de système de santé. Non, mais c'est un temps rémunéré. On est payé pour ça. Attendez, j'ai fini. C'est pas le même système de santé. Donc, c'est un système de santé qui n'est pas... Vous n'avez pas d'intermédiaire assurantiel. C'est un système de santé qui est... a une gratuité aux soins. Et donc, quand vous allez vous faire soigner, ensuite, la partie prescription
correspond exactement à ce pourquoi vous avez été soigné, mais si vous voulez, c'est antérieur, c'est déjà organisé comme ça, avant même qu'il y ait une pénurie du médicament. Oui, donc, bien sûr. en fait, quand vous faites un parallèle avec un autre pays, c'est par rapport à un temps donné. On n'est pas organisé comme ça. Aujourd'hui, les Moi, pharmaciens... j'ai pas tout à fait tout compris, mais en gros, vous dites que les pharmacies, ça fonctionne comme à l'hôpital. Parce que là-bas, en fait, Exactement. tout est gratuit, mais en fonction de Exactement. prix, C'est exactement ça. D'accord, ok. C'est tout à fait ça. Alors qu'en Ça, France... c'est inenvisageable en France. Si. C'est envisageable en France, mais il faut changer le système. Alors que là-bas, ça a toujours été. Et- Donc, en fait, vous comparez dans une situation où ça a toujours été, ils n'ont pas changé du fait de la pénurie, avec une situation en France où il faut demander aux pharmaciens de changer du fait de la pénurie. Mais il y a Fabien qui nous pose en suspens, c'est un peu ça que moi, en tout cas, je lis entre lignes. mais je Myriam, lui pardon, mais sur le business caché, moi j'aimerais Oui. bien avoir votre réponse. Il n'y a pas de business caché du médicament à en vendre plus? Forcément, quand vous avez une boîte et que l'ensemble des médicaments sont vendus, vous payez pour l'ensemble de la boîte. Donc, c'est pas... si vous voulez, sur certains médicaments où le médicament est peu cher, le business caché, il est quand même à faible coût. Sur des médicaments très chers, c'est franchement, pas pareil. Mais c'est pas vraiment la question, c'est pas du business caché. La question, c'est changer le métier des pharmaciens. Et d'un seul coup, vous allez leur demander en fait de lire la prescription et d'être actifs dans le lien entre le médecin et le pharmacien. Et également l'explication à donner aux consommateurs. On a l'habitude d'avoir des boîtes de Doliprane et les gens ont l'habitude parfois de ne pas aller chez le médecin mais de réutiliser leurs médicaments. Dans des systèmes de pays que vous avez cités comme le Japon par exemple, ce sont des systèmes où vous allez voir le médecin à chaque fois. Ça fait partie en fait de la chaîne Oui, il n'y a pas de pharmacie. de parcours. Donc vous avez un autre parcours de soins. Bien sûr. Si je peux dire un sûr. mot pour la défense, les paracétamol, c'est des boîtes de 8. Les antibiotiques, c'est des boîtes de 6. C'est quand même très compliqué de faire en dessous. Par ailleurs, le prix et le business caché, il faut avoir connaissance de ça. Question de Christophe. Voilà, la question de Christophe. Un comprimé d'amoxicilline, ça doit coûter 10 centimes. La rémunération additionnelle de pharmacien, parce qu'on est payé pour délivrer l'unité, on rajoute 1 euro à l'acte quand on découpe une boîte de médicaments. Donc en fait, pour l'assurance maladie, c'est plus cher de payer 1 euro par la boîte que de payer 10 centimes de prix de comprimé. Donc oublions l'idée qu'il y a une... Et d'ailleurs, l'assurance maladie... Ça se marche sur la tête quand même. Hein. L'assurance maladie nous restreint là-dessus. On n'a pas le droit de faire plus de 500 délivrances par an. Ils nous payent pour 500 délivrances maximales à l'unité par an, parce que pour eux, il n'y a pas d'intérêt économique à la délivrance à l'unité, compte tenu du prix très faible du comprimé de médicaments. Est-ce qu'on est en France dans une culture du trop médicament, Fabien? Ne consommons-nous pas au départ trop de médicaments avant même de parler de Exactement. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ça. Dans le cas des antibiotiques qui nous occupent aujourd'hui, dans 8 cas sur 10, l'affection est virale et ne nécessite pas de prise d'antibiotiques. Enfin, on a traversé le Covid. Tout le monde a eu des tests positifs au Covid. Vous n'avez pas pris d'amoxicilline. Donc, pour les angines, c'est pareil. Vous avez 8 angines sur 10 qui sont d'origine virale et uniquement 2 qui sont streptocoques. Il faut faire des tests, il faut faire des TROD. C'est une excellente mesure du gouvernement. Quand c'est positif, on donne l'antibiotique, 2 cas sur 10. Et dans 8 cas sur 10, on ne donne rien. Alors, sur l'antibiotique, quand même, il y a une question qui revient, celle de Servan. Ah, bien joué. Sur le prête-nom. Pourquoi une pénurie d'antibiotiques? Et pourtant, en France, on a des industriels performants comme Sanofi, Aventis, qui fabriquent lui-même ces médicaments made in France. Pourquoi? Je vous laisse. Je vous donne le... Oui, c'est bon. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le marché, c'est clivagé, malgré tout. C'est-à-dire que vous avez eu cette politique très active des génériques de se tourner vers des médicaments moins chers, d'accord, des médicaments dont le brevet est tombé et qu'on peut fabriquer ailleurs et donc pour la sécurité sociale, donc pour qu'on dépense moins collectivement, on aille vers des médicaments qui sont vendus le moins cher possible, d'où cette délocalisation. Et donc les grands groupes qui ne voyaient plus de profit important à faire sur ces médicaments se sont plutôt investis dans des médicaments très innovants. Et par ailleurs, la chaîne de production s'est totalement mondialisée. Donc, vous êtes dans une situation, en fait, où ce n'est plus produit dans un unique pays.
parce que le profit à y faire est pas du tout intéressant. Et n'oublions pas, malgré tout, que produire un médicament est très polluant. On l'a dit tout au départ, mais il faut vraiment pas l'oublier. Et on a des normes, et tant mieux pour nous tous, on a des normes de pollution de plus en plus contraignantes, mais ça signifie également que produire revient encore plus cher. Donc, si nos médicaments basiques et notre pollution ailleurs. Exactement. C'est ça. On est d'accord. C'est ça. Thibaut, qui vous écoutait tout à l'heure, ma mère était préparatrice en pharmacie, dit-il, les posologies étaient faites sur mesure. Depuis, le système n'a pas changé, la vente de médicaments est devenue industrielle et non plus adaptée aux patients. Qu'en pensez-vous? Sachant que je crois que le métier de pharmacien, au 19e, quand il a été créé, vous faisiez sur mesure. On fabriquait les médicaments, effectivement, nous-mêmes. Il y a d'ailleurs des pharmacies qui aident, qui ont aidé pendant la période et qui vont continuer à aider et qui fabriquent encore, il y en a une centaine en France, qui continuent à fabriquer des médicaments. Et ça, il ne faudrait pas le généraliser, du coup, vu les circonstances? Ça dépend du prix. Moi, je pense que... En fait, c'est comme la dispensation d'unité. En fait, ne ôtez-vous de la tête qu'on est contre. Le problème, c'est que c'est plus cher. Mais on n'est pas contre. C'est juste plus cher parce qu'il faut payer de la main-d'œuvre qui est artisanale par rapport à de la main-d'œuvre industrielle. C'est pareil pour les médicaments. On veut bien les fabriquer aussi. Ce serait plus cher, in fine, pour le consommateur, pour le malade. Pour l'assurance maladie. C'est-à-dire pour nous tous. Ouais. Mais c'est un choix à faire. Mais évidemment, c'est possible. Tout est une question de choix politique et budgétaire. Pour faire un antibiotique dans une pharmacie, dans un préparateur de pharmacie, ça coûte 3 fois, 4 fois plus cher qu'un antibiotique qui est fabriqué en Inde et qui arrive par container. Alors Evelyne nous écoute et ne sait plus manifestement où donner de la tête. Le manque de médicaments et la pénurie des médecins vont ensemble alors. Ne voudrait-on pas nous faire arriver à une couverture privée? Du coup, les cotisations sociales sur les fiches de paye, pourquoi ne baissent-elles pas? Puisqu'il y a moins de médecins, il y a moins de médicaments. Au final, on cotise pour... Ça, c'est pour l'économiste. Alors, on n'a jamais vendu quand même autant de médicaments que l'an dernier. C'est ça. Non, en fait, si vous voulez, non. Enfin, Au final, on cotise pourquoi? Pardon? Au final, on cotise pourquoi? Pour l'augmentation de vente de la médicament, le fait que vous avez un vieillissement de la population, une population atteinte de maladies chroniques de plus en plus importantes, le fait qu'on est aujourd'hui capable de soigner ou d'améliorer l'état de santé pour des pathologies sur lesquelles autrefois on ne pouvait rien faire. Et ça, c'est excessivement coûteux parce que c'est de l'innovation. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent expliquer pourquoi la partie dépenses de santé ne cesse d'augmenter. Il y a une question, et c'est un thème qu'on n'a pas évoqué, c'est l'interruption de traitement. MB qui nous dit comment faire lorsque les médicaments sont disponibles uniquement sur ordonnance sécurisée et qu'on ne peut donc pas faire de stock. En cas de rupture de stock complète, ce qui est régulier, on risque l'interruption de traitement. Est-il impossible de compenser avec d'autres médicaments? Le cas de figure que nous décrit MB, de malades qui ont besoin de prendre des médicaments et en cas d'interruption peuvent mettre leur santé en danger, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important, qui est largement évoqué, oui. Mais c'est aussi pour ça qu'on cherche aujourd'hui des solutions pour parer à ces cas. Il est important en fait de mettre en place des mesures pour réussir à réguler cette pénurie jusqu'à ce qu'on soit dans une situation qui soit autre. Monsieur le pharmacien, ça vous arrive de vous retrouver devant des patients? Oui, ça arrive. Et effectivement, on fait très attention, nous, à ce que nos patients réguliers puissent être approvisionnés en médicaments. Et c'est un problème qui est grave pour nous. Jusqu'à présent, on arrive la plupart du temps à le juguler. La dernière réponse pour nous, c'est de les renvoyer à l'hôpital. Parce que là, il faudra qu'ils soient pris en charge de nouveau par un médecin, un praticien hospitalier. Merci Myriam de m'avoir accompagnée, d'avoir été la voix de On vous répond. Merci Philippe Besset pour la voix des pharmaciens. Merci Karine Milsan pour la compréhension économique. Merci à Sonia Kironi par avance qui va arriver dans quelques minutes pour le 19-20. Et si vous vous demandez encore c'est quoi l'info, eh bien c'est quoi l'info? C'est maintenant avec Camille Dahan et Nasser Boubaker. À demain.